Bonjour et bienvenue à ce guide de lecture du quatrième chapitre où nous allons parler d'espaces de Hilbert, mais aussi d'espaces de Banach. Dans le cadre des espaces de Hilbert, on va parler de projection sur une base orthonormée dans des espaces de dimension infinie. Et comme exemple typique d'espaces de dimension infinie sont des espaces fonctionnels. Donc on aura à regarder les propriétés d'espaces de Banach comme les fonctions intégrables qu'on appelle L1, les fonctions essentiellement bornées qu'on appelle L infini. Ce sont deux espaces, donc L1 et L infini, qui sont des espaces de Banach. Et on aura aussi des espaces L2 qui seront, qui est, l'espace L2 est un espace qui est de Hilbert. Voilà. On terminera par une petite application que vous avez sûrement dû rencontrer dans votre parcours, qui sont les séries de Fourier, la décomposition d'une fonction périodique sur une base orthonormée, qui est la base des fonctions trigonométriques. Alors à ce sujet, le théorème de Cauchy qui nous dit qu'une fonction est holomorphe si et seulement si elle se décompose sous forme d'une série entière avec des coefficients de la série entière qui s'écrivent comme cela. Cette décomposition-là est en fait une décomposition de type décomposition en série de Fourier. Il suffira de prendre pour exemple Z0 qui vaut 0 et R qui vaut 1. Donc, dans ce cadre particulier-là, la décomposition qui est la décomposition de Cauchy correspond à une décomposition en série de Fourier. L'objectif de ce cours est de présenter un cadre plus général, le cas des espaces de Hilbert, sur lequel on pourra parler de décomposition dans une base orthonormée. Donc, effectivement, comme l'espace va être typiquement de dimension infinie, cette décomposition, au lieu d'être sur une base finie, va être une base infinie, et donc on parlera de série plutôt que d'une somme de 1 à n. Ok, donc commençons par les espaces de Banach. Un espace de Banach, c'est un espace vectoriel normé, donc muni d'une norme, donc ça c'est très simple, et complet. Donc la complétude, elle se traduit soit par la propriété que toute suite de Cauchy converge, soit par la propriété que toute série normalement convergente est convergente. Donc si on a une série, une somme de UN, et si vous supposez que la somme des normes de UN converge, alors la somme des UN converge. Si vous avez cette implication-là, si vous parvenez à prouver cette propriété-là, alors c'est gagné, votre espace vectoriel normé aura la propriété de complétude, et donc vous serez en présence d'un espace de Banach. Pour un espace de Hilbert, eh bien, c'est rien d'autre qu'un espace de Banach, mais par contre, la norme de votre espace de Hilbert est issue d'un produit scalaire. Donc, il existe en fait un produit scalaire qui est noté avec des parenthèses ici, tel que la norme de U est égale à la racine du produit scalaire de U avec lui-même. Donc, il manque une deuxième barre ici. Vous compléterez sur votre polycopier. Alors, sur les espaces de Hilbert, on a une propriété qui est très intéressante, c'est que si vous avez une suite de UN, et que vous supposez que les UN sont 2 à 2 orthogonaux, UN scalaire UP est égal à 0, lorsque n est différent de P, alors une condition nécessaire et suffisante, donc c'est il faut et il suffit, une condition nécessaire et suffisante pour que la série converge, et que la série des normes au carré converge. D'accord ? La série des normes au carré converge. Et la preuve, vous le verrez, est liée en fait au théorème de Pythagore. Donc vous avez une preuve qui est présentée ici de façon succincte que vous pouvez lire tranquillement. Et il y a une représentation un peu plus, visuelle de cette preuve qui est dans les transparents. Alors, on a une projection sur un convexe fermé, donc vous lirez tranquillement. Ça, c'est un petit peu compliqué. Vous n'êtes pas forcément habitué à voir parler de parties réelles ici, de ce produit scalaire, parce qu'effectivement, tout ça peut être un complexe. Mais par contre, ce qui est important de bien comprendre, c'est la propriété suivante, c'est que si vous avez un sous-espace, vous vous placez donc dans le cadre d'un espace de Hilbert, si vous avez un sous-espace qui a la propriété d'être fermé, alors vous pouvez caractériser la projection de H sur F par deux propriétés. La projection doit vérifier la propriété qui doit déjà appartenir à l'espace
f doit déjà appartenir à l'espace sur lequel on projette. Donc petit f doit appartenir à grand f, d'une part. Et d'autre part, si vous prenez votre point de départ h et vous lui retirez son projeté, il doit être orthogonal à tout élément de l'espace sur lequel on projette. D'accord? Donc pour tout G appartenant à l'espace sur lequel on projette, c'est-à-dire pour tout G appartenant à F, H moins F, scalaire G, est égal à 0. Donc ça va donner un certain nombre d'équations, parce que ça c'est une équation, un certain nombre d'équations qu'on essaye de résoudre, et ça, une fois qu'on a résolu ces équations-là, eh bien, on pourra caractériser la forme de votre projection. Une définition, voilà, c'est une terminologie, un sous-ensemble A est dit total si et seulement si l'ensemble qui est vecte de A, c'est-à-dire les combinaisons linéaires d'éléments de A, l'ensemble vecte de A est dense dans H. Donc c'est une notion de totalité, ça veut dire que ça remplit l'espace grand H. Alors qu'est-ce que ça veut dire remplir l'espace? C'est la notion de densité, c'est-à-dire tout élément de l'espace grand H peut être approché à epsilon près par un élément qui s'écrit comme combinaison linéaire d'éléments de A. Alors, pour vérifier la totalité, la densité, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à vérifier. Donc, pour vérifier la densité, la totalité, comment on fait dans un espace vectoriel de Hilbert, c'est-à-dire un espace vectoriel normé dont la norme est issue d'un produit scalaire, un espace vectoriel normé complet dont la norme est issue d'un produit scalaire, eh bien, il suffit de prouver, il suffit, donc c'est une condition nécessaire suffisante, il suffit que le seul vecteur qui est dans l'orthogonale de A est le vecteur nul. D'accord? Donc, pour vérifier cette propriété, vous prenez un U tel que U scalaire V pour tout V appartenant à A égale 0, U scalaire V égale 0, et bien, si vous arrivez à prouver qu'ensuite U est nul, alors vous avez gagné, ça veut dire que votre ensemble A est bien un ensemble total, c'est-à-dire que les combinaisons linéaires de A forment une famille dense dans H. Là, on a une représentation du théorème de Ritz qui permet d'écrire toute forme linéaire continue LH sous la forme des produits scalaires entre H, qui est un vecteur fixe, caractéristique de votre forme linéaire continue, et un élément F quelconque. D'accord? Une forme linéaire étant une application linéaire qui va de H dans R. Okay? Donc, toute application linéaire continue de grand H dans R peut s'écrire comme petit h scalaire point. Okay? Donc la preuve est intéressante, vous la regarderez, donc je vous encourage à la lire. On n'aura pas forcément le temps d'en parler en amphi, mais cette preuve, en tout cas des variations de cette preuve, peuvent tomber dans les exercices, et je crois même qu'il y a une année où je l'ai posé en examen. Une base hilbertienne, ou base orthonormale, c'est quoi? C'est une famille dénombrables, donc des EJ avec un J qui appartient à un grand N, qui est orthonormée. Donc EJ scalaire OK est égal à 0 lorsque J est différent de K, et est égal à 1 lorsque K est égal à J, et qui forme une famille dont les combinaisons linéaires sont denses, donc un système total, qu'on appelle total dans H. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir projeter, c'est sur des bases hilbertiennes. Et la propriété, c'est que quand on a un espace de Hilbert qui admet une famille dénombrable dense, alors il existe toujours une base hilbertienne. Et ça, vous pouvez regarder, c'est une décomposition que vous avez dû voir en classe préparatoire qui permet d'orthogonaliser un système de vecteurs qui forment une base de N, en le faisant de façon itérative. Alors, le théorème phare de cette première partie, c'est la décomposition sur une base. D'accord ? Quand on a un espace de Hilbert qui est séparable, la séparabilité, c'est qu'il y a une famille dénombrable dense. Alors, on sait déjà qu'il y a une base hilbertienne, on note EJ. Eh bien, tout élément de votre espace, donc petit f appartenant à un grand H, peut se décomposer de façon unique sous forme d'une série CJ de f, donc on a des coefficients là, multipliés par EJ. Donc EJ, donc c'est la décomposition de f sur la base des EJ.
avec une écriture de CJ qui est en fait le produit scalaire entre f et EJ. Donc ça, c'est la décomposition sur une base hilbertienne dans un espace de Hilbert séparable. Et quand on écrit ça veut dire que cette série-là, elle converge dans l'espace de Hilbert, donc pour la norme associée à l'espace de Hilbert. Donc une série convergente dans un espace de Hilbert avec la propriété que les EJ sont orthonormés, donc on a une famille orthogonale en particulier. Donc on avait vu une condition nécessaire et suffisante là-dessus, de la convergence pour une série de vecteurs orthogonaux, qui était que la série des normes au carré converge. Effectivement, la série des normes au carré, en fait, elle converge vers la norme de f au carré. Ça aussi, c'est rien d'autre, si on regarde bien, qu'un théorème de Pythagore en dimension infinie, c'est-à-dire que quand vous prenez f là-dessus, vous mettez au carré, donc on décompose, on va avoir la somme des carrés, puis la double somme des doubles produits, plus 2 fois la somme des produits croisés, quoi. Et les produits croisés vont faire 0 parce que les EJ sont orthogonaux. D'accord? Et donc voilà, on a une réciproque, c'est que si vous avez une série de scalaires qui sont carrés intégrables, alors cette série des gamma j EJ converge et la norme f, et la limite f vérifie que en fait f se décompose effectivement sur les EJ avec ce facteur, ce coefficient gamma j là, qui lui est associé. Alors, les espaces fonctionnels classiques, donc le premier c'est l'espace L1. Alors, quand on a envie de le rendre espace vectoriel normé, on a envie de poser ça comme norme. La norme de f, c'est l'intégrale, donc c'est les fonctions qui sont carrées intégrables, donc l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt est inférieure à l'infini, donc on a une fonction qui est intégrable. Mais alors, est-ce que c'est un espace vectoriel normé? Est-ce que ça vérifie les propriétés de la norme? En particulier, est-ce que la norme de f est nulle implique que la fonction est nulle? La norme de f est nulle, ça veut dire que l'intégrale de ça vaut 0, ça veut dire que f est nulle presque partout. Donc c'est pas nul, c'est pas la fonction nulle, mais c'est une fonction qui est nulle presque partout. Donc du coup, ça nous amène à définir une classe d'équivalence. On dit que f est équivalent à g si f est égal à g presque partout. Et moyennant qu'on travaille sur cette classe d'équivalence, donc du coup vous avez défini en fait un espace qui est l'espace des L1 droit. Donc L1 ici droit parce que c'est écrit en façon droite. Donc l'espace L1 droit, c'est l'espace où on identifie des fonctions qui appartiennent à la même classe d'équivalence. Donc c'est des fonctions qui sont intégrables et qui sont égales à une classe d'équivalence près. D'accord? On dit que ces fonctions sont égales lorsqu'elles sont égales presque partout. Donc là-dessus, muni de cette norme-là, L1 est un espace de Banach, c'est-à-dire un espace vectoriel normé, complet. Toute suite de Cauchy converge, ou bien, de façon équivalente, toute série normalement convergente est convergente. Et si on a envie de travailler non pas sur des fonctions qui sont L1, parce que ces fonctions L1, on ne sait même pas si elles sont continues, c'est pas grand-chose sur les fonctions L1, c'est simplement qu'ils sont l'intégrale de la valeur absolue est inférieure à l'infini. Donc si on a envie de travailler sur des fonctions qui sont plus simples, on peut regarder par exemple les fonctions qui sont continues à support compact. Ces fonctions continues à support compact, c'est l'espace qu'on appelle C0, et la propriété qui est intéressante, c'est que les fonctions continues à support compact sont denses dans L1 pour la norme qui est définie ici, pour la norme 1. D'accord? Donc ça veut dire que si je prends une fonction f qui est dans L1, je vais toujours, et que je me fixe un epsilon, je vais toujours trouver une fonction g qui est continue à support compact, telle que la norme de f moins g, en norme 1, est inférieure à epsilon. Vous pouvez regarder la preuve, elle s'appuie en fait, c'est ça qui est intéressant, elle s'appuie sur le théorème de convergence dominée qu'on a vu dans le chapitre sur l'intégrale de Lebesgue. Autre chose, comme on travaille sur des espaces de fonctions, il faut définir ce que c'est que la convergence de la fonction. Il y a plein de définitions possibles parce qu'il y a plein de normes possibles que vous pouvez prendre. Ici, dans L1, on prend la norme 1. Mais est-ce que du coup,
La convergence en norme 1 implique la convergence ponctuelle. C'est-à-dire que pour tout x, est-ce qu'on a f indice j de x converge vers f de x? C'est pas vrai. Si fj converge dans L1 vers f, ça ne veut pas dire que pour tout x, fj de x converge vers f de x. Mais par contre, si vous extrayez une sous-suite, il existe une sous-suite de fj telle qu'elle converge vers f, et ça, pas pour tout x, mais presque partout. Et la preuve, c'est tout simple, puisque fj converge vers f dans L1, on va prendre des gj qui vont s'approcher, qui vont donc on extrait une sous-suite de fj qui sont les gj, peut-être que gj moins f, en fait, en norme 1, non seulement tend vers 0, mais est inférieur au terme général d'une série convergente. Là, on a choisi 1 sur 2 puissance j, mais on pourrait prendre n'importe quel terme général d'une série convergente. Et à ce moment-là, vous allez obtenir que gk plus 1 moins gk est majoré par le terme général d'une série convergente. Donc cette série-là va être convergente. Mais qu'est-ce que c'est que cette série? C'est la somme des normes de gk plus 1 moins gk. C'est-à-dire la somme c'est-à-dire que cette série est normalement convergente. Si elle est normalement convergente, alors elle est convergente. Et si elle est convergente, ça veut dire qu'elle va converger presque partout. D'accord? C'est-à-dire que cette série, donc ça veut dire que GK va avoir une limite. Alors, pour l'espace L2. L'espace L2, c'est les fonctions qui sont carrées intégrables. Donc typiquement, si on travaille sur un espace de fonctions à valeur complexe, le produit scalaire, ça va être celui-là. Si la fonction est à valeur réelle, ce produit scalaire va se ramener à f de x fois g de x. Donc ça dépend si vous travaillez sur des C espaces vectoriels ou des R espaces vectoriels. Et à ce moment-là, L2 est un espace de Hilbert, parce que ce produit scalaire en fait, va pouvoir induire une norme, qui est que la norme de f, c'est la racine carrée de f scalaire elle-même, scalaire f. Et cet espace de Hilbert, espace vectoriel normé, complet, est séparable, c'est-à-dire qu'on peut exhiber une famille dénombrable qui est dense. Là-dessus, on va pouvoir, donc, il y a un théorème de ce cours-là qui nous dit qu'on va avoir une base hilbertienne, et la base hilbertienne, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va pouvoir faire des projections sur des bases orthonormées. Et donc, là, vous avez une propriété qui ressemble un peu à ce qu'on a vu déjà pour les espaces L1, c'est-à-dire que les fonctions qui sont continues à support compact sont denses dans L2. Enfin, L infini, donc c'est des fonctions qui sont bornées, mais pas tout à fait bornées, c'est qui sont essentiellement bornées. C'est-à-dire que l'endroit où elles ne sont pas bornées, c'est pas un ensemble vide, mais c'est un ensemble qui est de mesure nulle. D'accord? Donc il existe un A tel que les x pour lesquels f de x est plus grand que A est un ensemble de mesure nulle. Alors, à ce moment-là, L infini, on montre que c'est un espace de Banach. C'est-à-dire espace vectoriel normé complet. Enfin, je termine sur L infini de A. Ce sont des espaces qui sont bornés, mais sur un ensemble A, simplement. Et deux propriétés que vous pouvez vous amuser à démontrer, qui sont démontrées au moins dans les archives des transparents, qui sont très simples à montrer, qui sont les inclusions successives lorsqu'on est sur un espace grand A qui vérifie u de A est inférieur à l'infini. À ce moment-là, on a un certain nombre de propriétés comme ça. Et enfin, les séries de Fourier, c'est un cas particulier d'espace de Hilbert. Simplement, comment on va faire? On va se placer sur des fonctions qui sont périodiques de période t, des fonctions L2, donc l'intégrale de mettons 0 à t de f carré, module de f au carré de t dt est inférieur à l'infini. Ces fonctions périodiques, carré intégrable, vont former, par rapport à ce produit scalaire-là, un espace de Hilbert et sur lequel on peut faire une décomposition qui est la décomposition que vous avez l'habitude de voir, qui est la décomposition en série de Fourier avec l'égalité de Bessel-Parseval qui nous donne simplement que la somme des coefficients au carré donne la norme de f au carré qu'on représente
représentés par cette intégrale-là. Alors, les points essentiels du chapitre, c'est essentiellement dans la première partie, c'est comment est-ce qu'on projette sur un sous-espace fermé, comment on projette sur une base hilbertienne dans un espace de Hilbert, c'est-à-dire espace de Hilbert séparable, c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire, c'est le cadre dans lequel on va pouvoir faire des projections. Le théorème de Parseval, qui donne la somme des carrés des coefficients, c'est égal à la norme de f, ça c'est la norme de f au carré, c'est-à-dire c'est le théorème de Pythagore généralisé. Et puis des espaces fonctionnels classiques qui sont L2, espace de Hilbert, sur lequel on définit vraiment un produit scalaire, et puis L1 et L infini, on ne peut pas définir de produit scalaire, mais par contre l'espace vectoriel normé, il est complet, et donc c'est un espace qu'on dit de Banach. Et pour travailler sur des fonctions qui sont un petit peu plus agréables que L1 et L2, eh bien on peut travailler, vérifier un certain nombre de propriétés sur les fonctions continues à support compact, et utiliser, essayer de généraliser ces propriétés-là à L1 et L2 grâce à la densité de ces fonctions-là. Voilà, on en a fini pour ce cours et maintenant je vous encourage à venir poser toutes sortes de questions en amphi et en TD. À bientôt.